C'est parti pour une nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, notre mission, c'est de découvrir un peu les coulisses, la véritable machinerie cachée derrière la création des Serious Games. Les jeux sérieux en français, oui. Exactement, les jeux sérieux, on a tous, à un moment ou un autre, testé un jeu éducatif ou participé à une simulation de formation en entreprise. Avec des résultats, disons, parfois assez variables. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la grande question aujourd'hui, c'est de comprendre comment on passe d'une simple idée éducative à un véritable jeu, qu'il soit sur un écran ou sur un plateau. Comment on fait pour que ça fonctionne et que ça capte réellement l'attention de notre auditoire, sans l'endormir. Il s'agit du guide de conception d'un Serious Game Design Document. Le fameux SGDD. Le SGDD pour les intimes, rédigé par le chercheur Julien Alvarez. Décortiquons tout ça, parce qu'à première vue, on pourrait se dire qu'il suffit de, de prendre un manuel scolaire, d'ajouter un système de points, une petite musique sympa, et puis le tour est joué. C'est une erreur classique. Il y a un monde entre l'intention et le résultat, n'est-ce pas? Un monde immense, oui. Je dirais même que c'est le jour et la nuit. Ce qu'il faut vraiment comprendre d'emblée, c'est qu'un jeu sérieux n'est pas un simple divertissement interactif. L'auteur du guide qualifie d'ailleurs cela d'artefact. D'artefact, c'est un terme assez fort. Tout à fait. Parce qu'il possède des objectifs utilitaires extrêmement précis. On parle de former des chirurgiens, d'accompagner des patients en rééducation motrice, ou encore de sensibiliser à des crises écologiques complexes, parfois même de collecter des données pour la science. Ce n'est pas juste pour passer le temps, quoi. Voilà, et c'est justement pour cela qu'il nécessite une structure d'une rigueur absolue. Si on laissait la création au seul instinct ludique d'une équipe, ce serait une erreur monumentale. Surtout quand des questions de santé publique sont en jeu. Précisément. Le SGDD, ce document de design, en fait, c'est la boussole de l'équipe de développement. Sans lui, le projet navigue à vue et finit généralement par rater à la fois son objectif de divertissement et son but utilitaire. D'accord, mais en parlant de boussole, il y a la toute première étape proposée par le guide qui m'a vraiment fait tiquer. Laquelle? Pour commencer à créer ce document, l'auteur suggère de remplir un business model canvas. Honnêtement, quand je pense à la création d'un jeu vidéo, j'imagine des artistes, des scénaristes, des murs couverts de post-it colorés. Pas du tout un modèle économique qui ressemble à un vieux tableau Excel de comptabilité. C'est très contre-intuitif, c'est vrai. Comment un outil d'entreprise peut-il stimuler la créativité? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette apparente contradiction est en fait la clé de voûte du succès. Le Business Model Canvas, le BMC, c'est un outil visuel très pragmatique. Une simple page divisée en cases. Et ça force les créateurs à sortir de leur fantasme créatif immédiat pour ancrer le projet dans le réel. Donc on structure avant de dessiner. C'est ça. Avant même d'esquisser le premier personnage, on doit structurer 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la proposition de valeur. C'est-à-dire? Dire que notre jeu va être super amusant. Pas du tout. Il faut définir avec une précision chirurgicale les objectifs utilitaires. Que va apporter cet artefact au monde réel? Et le guide insiste sur une étape qu'on oublie trop souvent. Faire un état de l'art. Un état de l'art? Donc vérifier ce qui existe déjà pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le terme? Exactement. Pourquoi investir des mois de développement et beaucoup d'argent pour réinventer la roue si un outil performant fait déjà exactement la même chose? Le BMC force l'équipe à prouver que son idée est vraiment unique. Et ensuite? Le deuxième pilier aborde les activités et ressources clés. C'est là qu'on liste le temps humain, les logiciels de développement, les serveurs, tout ce qu'il faut pour maintenir le jeu en vie après son lancement. Car un jeu demande des mises à jour constantes. Ce qui nous amène de façon assez logique au troisième pilier, les partenaires et coûts. Et là, j'ai relevé un détail dans le document que je trouve incroyablement juste par rapport à la réalité du terrain. L'auteur souligne l'importance d'évaluer ce qu'il appelle les temps masqués. Ah oui, c'est un point névralgique. C'est souvent ça qui fait couler les projets indépendants. Complètement. Parce qu'on ne parle pas seulement des gros sponsors ou du salaire fixe des développeurs. Ces temps masqués, ce sont toutes ces heures invisibles. Les nuits blanches d'un passionné pour corriger un bug. Ou les dépenses cachées. Voilà, les achats personnels qu'un membre fait avec sa propre carte bancaire, genre acheter une bande de son à 50 € parce que ça ira plus vite que de demander l'autorisation au service financier. Et bout à bout, ça chiffre vite. Au final, ces coûts invisibles explosent et ça mène directement au burn-out de l'équipe créative. C'est une analyse très juste. Ignorer ces temps masqués, c'est fausser la viabilité économique de l'artefact. Et ça nous mène tout naturellement au 4e pilier du BMC. Et celui-là, il opère un vrai basculement de vocabulaire. Lequel? La case client et revenu.
Parce qu'on ne parle pas vraiment d'argent, c'est ça? Dans le paradigme d'un serious game, le mot revenu n'a plus grand-chose à voir avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Le jeu peut être vendu, bien sûr, mais la véritable métrique de succès, les vrais revenus générés, ils sont intangibles, Intangible, comment on mesure un revenu intangible dans un jeu? par l'impact sur le réel. Si l'objectif du jeu est la rééducation motrice, le revenu, c'est l'amélioration mesurable de l'amplitude de mouvement du bras du patient. D'accord. Si c'est un jeu de sensibilisation à l'écologie, le revenu, c'est la réduction effective de l'empreinte carbone des joueurs dans les mois qui suivent la partie. Ce sont ces transformations du réel qui valident la proposition de valeur. Pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent toujours pourquoi les modules de formation obligatoires en entreprise sont souvent si ennuyeux, la réponse est probablement là. Ils ont été conçus pour cocher une case administrative sans jamais définir ce fameux revenu intangible. Sans viser d'impact réel, oui. Une fois que ce cadre pragmatique est posé, on entre enfin dans la salle des machines. Le guide s'inspire des travaux de Diane Posevski et Antoine Tally pour structurer l'anatomie même du jeu. C'est structuré en 5 piliers clés. Les fameux piliers du SGDD. C'est ça. Le premier est classique, titre et aperçu, où on pose le concept, la cible et le genre. Mais le deuxième point plonge dans le vif du sujet, le gameplay et les mécaniques. Le document dit que chaque règle, chaque contrainte doit servir le but utilitaire. Mais si le but c'est de former des infirmières au tri des patients aux urgences, est-ce que ça veut dire que le jeu doit être stressant? On ne perd pas le côté amusant, hein? C'est une excellente question, qui touche à la définition même du mot jeu. Le ludique n'est pas toujours synonyme de détente ou de joie pure. Le gameplay doit surtout générer de l'engagement. De l'immersion? Voilà! Dans ton exemple du tri médical, si la mécanique consiste à cliquer tranquillement sur des fiches sans limite de temps, le but est raté. La mécanique doit refléter la pression cognitive, la nécessité de prendre des décisions critiques en quelques secondes. Le gameplay devient un simulateur psychologique. Je vois. La mécanique n'est pas là pour amuser la galerie, elle forge la compétence. Ce qui nous amène au troisième pilier, l'univers et les personnages. On recommande de créer une bible graphique et sonore où chaque élément, que ce soit la lumière ou l'ambiance, porte le message. Tout doit être cohérent. Et là où ça devient vital, c'est sur le quatrième point, les niveaux et l'évaluation. Le texte insiste lourdement sur la notion de flow. Si l'on relie cela au contexte global de l'apprentissage humain, ce concept de flow est fondamental. C'est cet état psychologique, décrit par Mihai Csikszentmihalyi, où une personne est totalement immergée au point de perdre la notion du temps. Être dans la zone, comme on dit. Exactement. Et pour l'atteindre dans un serious game, il faut un équilibre parfait. Si un niveau est trop difficile, ça génère de la frustration immédiate. Le joueur abandonne, l'apprentissage s'arrête net. Et si c'est trop facile? C'est l'ennui. L'attention chute brutalement et le cerveau n'intègre plus aucune information. Mais comment on trouve cet équilibre parfait? On ne peut pas juste deviner ça sur un bout de papier. C'est là qu'interviennent les itérations constantes, ce qu'on appelle les playtests dans l'industrie. On fait jouer les utilisateurs cibles très tôt dans le processus. On observe où ils bloquent, où ils décrochent et on ajuste. Et ce quatrième pilier intègre un système de bilan essentiel. Le jeu doit situer le joueur par rapport aux compétences visées. Ce qui servira au débriefing ensuite. On va y revenir parce que c'est central, juste pour clore sur ces 5 piliers. Le dernier, c'est l'interface et les systèmes, les commandes et les menus. Et il y a un détail passionnant. Ce document ne s'applique pas qu'aux jeux vidéo numériques. Non, absolument pas. Un serious game peut tout à fait être analogique. On peut appliquer cette même structure à un jeu de cartes ou un jeu de plateau coopératif. Dans ce cas, l'interface, c'est la disposition physique des pièces en bois sur la table. La forme doit suivre la fonction. L'artefact ludique va juste adopter le support technologique ou physique qui sert le mieux l'objectif défini plus tôt dans le BMC. Bien. Imaginons maintenant qu'on a rédigé tout ce document. L'univers est posé, les mécaniques sont prêtes. Comment on s'assure que ce n'est pas juste un beau château de cartes théorique? Le guide propose des outils d'évaluation très concrets, basés sur les grilles d'Alvarez et Mafiolo. L'idée, ce n'est pas d'attendre que le jeu soit codé pour se rendre compte qu'on est dans le mur. Bien sûr que non. L'évaluation est un processus continu. Ces grilles, elles fonctionnent comme des filtres de qualité. La première dimension, c'est le scénario et les règles. Sont-ils réellement adaptés au public cible ? Oui, on ne parle pas de la même façon à tout le monde.
Voilà, une approche narrative très sérieuse qui captive des cadres dirigeants n'aura absolument aucun écho si on l'utilise pour expliquer la nutrition à des enfants de 8 ans. Le contexte est roi. Le deuxième filtre, c'est l'ergonomie. Et là, le document soulève un point incontournable, l'accessibilité. Il faut concevoir le jeu pour qu'il soit jouable par des personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de daltonisme, de handicap moteur ou auditif. C'est une obligation éthique. Mais l'ergonomie, c'est aussi la gestion de l'erreur. Je veux m'arrêter là-dessus. Le document dit que si un joueur se trompe, on ne doit pas le punir, on doit le guider. Prenons une simulation de cybersécurité en entreprise. Le joueur clique sur le mauvais lien dans un faux email de phishing. Si le jeu affiche juste un gros game over, ça crée un rejet. Le joueur se sent agressé. Exactement. L'ergonomie de l'erreur dicte que le jeu doit isoler le moment précis de la faute, montrer quels indices visuels le joueur a ratés et lui permettre de réessayer immédiatement pour consolider le bon réflexe. L'erreur est un tremplin, pas une sanction. C'est brillant. Le troisième filtre concerne l'esthétique, et on recherche une cohérence absolue. Si on fait un jeu pour apprendre la relaxation à des personnes anxieuses, y mettre une musique très rapide et des couleurs agressives, ça créerait une dissonance cognitive fatale. Le cerveau serait complètement brouillé. Enfin, le quatrième filtre, c'est la jouabilité. Tout simplement, est-ce que le jeu est amusant et fluide? Parce que s'il n'est pas engageant à jouer, l'artefact perd son préfixe game. Ça redevient un simple questionnaire numérique déguisé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, depuis le début, on parle de créer un jeu de A à Z. C'est long, ça coûte très cher, mais que faire si une petite association a un besoin éducatif urgent, sans le budget pour tout développer? Le guide introduit une alternative redoutable, le serious gaming. Au lieu de fabriquer, on détourne. C'est l'illustration parfaite du pragmatisme. Le serious gaming se divise en deux approches. La première, c'est le serious diverting, le détournement sérieux. On prend un jeu de divertissement pur, déjà existant, et on lui assigne un objectif utilitaire par la manière dont on encadre son utilisation. L'exemple du texte est incroyable pour ça. Utilisez le jeu vidéo Overcooked pour enseigner le management. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, Overcooked, c'est un jeu de cuisine coopératif complètement frénétique. Très intense, hein. On doit se coordonner pour couper les tomates, laver des assiettes, le tout pendant que la cuisine prend feu ou que le sol s'effondre. C'est le chaos, ça finit en hurlements. Utiliser ça pour observer le leadership sous pression, c'est du génie. Mais comment un formateur fait ça concrètement? Toute la subtilité est là. Le formateur ne regarde pas le score à l'écran. Il observe les joueurs. Qui distribue les tâches? Qui perd son sang-froid face à la surcharge? Comment l'équipe se réorganise quand un imprévu survient? Les mécaniques chaotiques d'Overcooked deviennent un révélateur des dynamiques de groupe. C'est passionnant. Mais le guide précise que ça demande une préparation très rigoureuse. On ne rédige plus un SGDD, mais un SPDD, un Serious Play Design Document. Donc on passe du design de jeu au design de jeu encadré. Le document décrypte comment le formateur structure sa séance, quelles questions poser, l'ingénierie passe du logiciel à la pédagogie. Exactement. Et l'autre approche, c'est le Serious Modding. Là, on modifie directement le code d'un jeu existant. On peut altérer des graphismes ou ajouter des niveaux pour des besoins pointus, comme reproduire une ville historique dans le moteur physique hyper réaliste d'un jeu commercial. Mais là, on touche à un point ultra sensible. On ne peut pas juste prendre le code de Minecraft ou Grand Theft Auto, le bidouiller et dire que c'est pour la bonne cause, éducatif. Le guide met en garde sur l'aspect légal. Cela soulève une question importante. Dans les milieux éducatifs, il y a un biais cognitif. On pense que si le but est noble et non lucratif, le droit d'auteur devient flexible. Le document détruit ce mythe. Il faut absolument l'autorisation écrite des créateurs originaux avant d'exploiter un jeu modifié publiquement. Et le texte est très clair. Le silence ne vaut pas acceptation. Ce n'est pas parce qu'un studio ne répond pas à votre email que vous avez un accord tacite. Le cadre légal est intransigeant. Le mieux, c'est d'essayer de nouer de vrais partenariats avec ces studios pour co-construire des modes de manière officielle. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte? Le jeu est financé, designé, testé, légalement clean, et il arrive dans les mains des joueurs. On pourrait se dire que le travail est fini. Mais la conclusion du guide remet l'humain, avec toute son imprévisibilité, au centre de l'équation. C'est la notion des écarts interprétatifs. Un serious game reste une création subjective.
C'est l'intention d'un concepteur. Mais de l'autre côté de l'écran, il y a le joueur, avec son libre arbitre et sa propre culture. Il peut s'emparer du jeu d'une manière qui n'avait absolument pas été anticipée. Concrètement, ça veut dire que des concepteurs font un jeu de gestion financière hyper sérieux pour des étudiants en économie, et une fois en classe, les étudiants décident d'y jouer à l'envers. Ils font la course pour faire faillite à leur entreprise le plus vite possible, juste parce que les animations d'explosion sont drôles. L'objectif d'apprentissage est pulvérisé. Comment on gère ça, Evelyne? Le guide propose une solution structurelle avec le modèle RDU. Réalisation, diffusion, utilisation. Ce modèle nous dit que concevoir le jeu n'est qu'une étape. Il faut scénariser son utilisation. C'est la séance ludopédagogique. On ne laisse jamais le joueur seul avec le jeu. Il faut un médiateur. Dans un monde idéal, oui, la présence humaine est le meilleur rempart contre cet écart interprétatif. L'animateur orchestre le débriefing. C'est là que l'expérience vécue dans le jeu est extraite, analysée et transformée en savoir réel. Sans débriefing, on a juste joué. Avec, on a appris. Mais soyons réalistes, aujourd'hui, beaucoup de jeux sont sur des plateformes en ligne, avec des employés ou des patients seuls devant leur écran. Il n'y a pas de médiateur. Et le guide anticipe cette utilisation autodirigée. Le SGDD doit alors intégrer des outils de remédiation dans le code lui-même. Des débriefings automatisés, des courtes vidéos, des tableaux de bord ou même un chatbot qui interroge le joueur sur ses choix pour forcer la réflexivité. Le jeu embarque son propre professeur virtuel. Pour résumer cette fascinante ingénierie, la leçon majeure, c'est que la conception d'un serious game n'est pas figée. Le SGDD est un document vivant qui s'adapte sans cesse. C'est une danse permanente entre rigueur méthodologique et flexibilité. C'est la nature de tout système qui interagit avec la psychologie humaine. Mais cette idée d'écart interprétatif m'amène à une réflexion finale. Ah, la pensée qui bouscule tout. Oui. Si un groupe de joueurs détourne complètement un jeu sérieux de son objectif initial, disons qu'ils ignorent le but éducatif mais y trouvent une fonction inattendue qui améliore, je ne sais pas, leur créativité ou leur bien-être d'une façon totalement imprévue, est-ce que le design initial a échoué? Ou bien est-ce que le jeu a simplement transcendé son créateur pour devenir une œuvre d'art à part entière? C'est une question vertigineuse sur l'appropriation de la création. On laisse cette réflexion en suspens pour tous les esprits curieux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la création utilitaire. Gardez toujours l'esprit critique et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.